C'est à Toulouse qu'une aventure scientifique inédite, née de la restructuration du couvent des Jacobins en centre des congrès par Rennes Métropole, a amené Rosen Colter et Sylvie Duchesne, archéologues, pour examiner, avec Fabrice Dédouis, médecin légiste, un scanner bien particulier, celui d'une femme morte en 1656. Les troncs supraortiques et l'aorte. De novembre 2011 à juin 2013, on a fouillé l'intégralité du couvent des Jacobins dans le centre-ville de Rennes. Ça représente un millier de sépultures pour toute la partie anthropologique. Et à l'intérieur de ce chœur, on a des sépultures de privilégiés. Et parmi ces sépultures-là, on avait des sarcophages en plomb. On en avait 4, donc qui étaient vraiment dans le cœur de l'église, tout près de l'autel du grand autel. À la tête des cercueils de plomb, les archéologues découvrent également des urnes en forme de cœur, revêtues d'inscriptions. L'ensemble des chœurs et des sarcophages représentent une découverte majeure. Leur ouverture révèle, progressivement, les squelettes de personnages illustres du XVIIe siècle. Mais l'un d'entre eux leur réserve une énorme surprise. Quand on a ouvert la cuve, donc avec Sylvie Duchesne à l'INRAP, tout de suite on a vu qu'on n'avait pas la même configuration que dans les autres sarcophages en plomb. On avait beaucoup de vêtements. En fait, c'est la première chose qui nous est apparue. On voyait des chaussures, on voyait une cape, on voyait du volume en fait. Et donc en ouvrant la cape, puisque le tissu était encore souple, on a vu les mains de la défunte, on a vu des mains parfaitement momifiées qui tenaient un crucifix. Donc là, tout de suite, nous, on a stoppé nos investigations. On s'est dit, il faut qu'on soit entouré par une équipe autour de nous pour aller plus loin. Toulouse décide de nous accueillir pour faire l'autopsie et déshabiller le corps. En règle générale, sur les momies artificielles, vous n'avez pas le cerveau. En tout cas, il a été retiré et préparé. Là, vous voyez très bien, on le voit en tout cas, là, vous avez les méninges qui se sont affaissés, ça c'est tout à fait classique. Et ce qui reste de cerveau est là. Donc ça va tout à fait dans le sens d'une momification naturelle. Là, par contre, on voit les calculs. Là. Ah ouais, c'est super. Parce qu'en fait, Louise avait des calculs rénaux. Assez important. On les voit là. La spécialité de Fabrice, l'autopsie virtuelle, permet une vision complète de l'ensemble du corps, les os, les tissus, les pathologies. Ça nous amène en fait sur une autre archéologie, parce que classiquement l'archéologie c'est surtout les dents et l'os. Hein. Bon après il y a toute la biologie moléculaire, et alors que là on a de la matière, de la matière molle si vous voulez, donc des organes. Et donc ça, c'est une grande première en fait en archéologie. L'un des chœurs découverts sur le site des Jacobins présentait des indices précieux pour l'identification du corps de la défunte. On a décapé sur ce cercueil, on a trouvé une urne en plomb, donc celle-ci en forme de cœur, donc cordiforme, sur lesquelles on avait une inscription. Sigille le cœur de Toussaint de Périen, chevalier de Bréfeillac, dont le corps repose à Saint-Sauveur près Carhaix, au couvent des Carmes des Chaussées, qu'il a fondé et mourut à Rennes le 30e du août 1649. Et donc cette inscription, elle concorde avec des textes historiques qu'on avait par ailleurs, sources archivistiques, qui nous disent que Madame Louise de Kengo est enterrée avec le cœur de son mari entre l'hôtel Saint-Joseph et l'hôtel Notre-Dame, et c'est où on se situait. Donc on avait un sarcophage plus un cœur, et donc on a pour nous, sur le terrain, de forte probabilité d'avoir une identification de la personne. Pour tenter de comprendre les causes du décès de Louise de Kengo, des prélèvements des poumons ont été confiés au laboratoire d'anthropologie moléculaire AMIS. Alors on avait prélevé des échantillons des poumons de Louise. Oui. Qu'est-ce que ça devient? On a prélevé des échantillons pulmonaires, on a aussi prélevé des dents, puisqu'en fait on a deux aspects que l'on peut aborder au niveau des pathologies pour Louise. L'aspect pulmonaire, c'est qu'on peut chercher avec le tissu pulmonaire des molécules qui seraient représentatives de pathogènes pulmonaires qui étaient présents à l'époque de Louise, notamment la tuberculose, le streptocoque, les pneumocoques. Donc toute une batterie de pathogènes pulmonaires que l'on pourra rechercher au sein du tissu pulmonaire.
Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a de l'ADN conservé. Si, nous avons fait des premiers tests quand même, et nous savons que l'ADN au moins endogène, ce qu'on appelle l'ADN propre à l'individu, est conservé sur Louise, sur les tissus pulmonaires. Donc on a une possibilité de retrouver aussi le pathogène qui a touché éventuellement de son vivant Louise. En dehors de l'autopsie du corps, l'examen du costume de Louise apporte de nombreux indices sur son statut social. Donc on avait un costume de religieuse qui était complet, qui était parfaitement bien conservé, et on a réussi à déshabiller le corps, puisque le corps était encore un peu souple. On a stocké le tissu à plat sur des plaques pour pouvoir après le conditionner, le laisser sécher, et puis trouver des spécialistes qui pourraient le restaurer, enfin en tout cas le consolider. C'est pas tous les jours qu'on trouve un costume complet du XVIIe siècle non plus. Alors, ce costume, tel qu'on peut l'entrevoir à partir des éléments qui sont quand même très dégradés, et d'après ce que nos collègues restauratrices ont pu observer, se compose bien sûr de coiffes, 3 coiffes superposées, et alors il y aurait ensuite une chemise, un plastron, un masque facial, une chasuble ou scapulaire, une robe de bure, une cape et des guêtres. Donc ça fait tout de même un ensemble assez important, un costume assez complexe que Louise de Quingo portait lorsqu'elle a été inhumée. Christine Haribaud, historienne, est venue observer les différentes parties du costume en cours de restauration. Ouais. Alors, il est d'usage vraiment que les veuves se retirent dans les couvents. Souvent, elles les ont fréquentés durant leur vie et c'est une issue tout à fait normale. Elles continuent, elles ont parfois des statuts de donateurs, au titre de donateurs et donatrices. Elles ont des privilèges qui leur sont accordés justement de vivre, de partager la vie des religieuses et souvent d'être ensevelies dans le couvent, ce qui était aussi un privilège à cette époque-là. Donc c'est absolument pas étonnant qu'une femme mariée finisse sa vie religieuse, c'est tout à fait classique au XVIIe siècle. L'état de conservation exceptionnel du corps permet des analyses rares des pathologies dont souffrait Louise et de celles qui a provoqué son décès. La suite de l'ensemble des investigations menées autour de sa sépulture apportera peut-être une vision complète sur sa vie et son statut.